heureux de vous retrouver pour ce deuxième webinaire des rencontres internationales de la gestion publique. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience de service et de son management. Avant de vous présenter les expertes qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence en vous connectant sur WooClap et en rentrant le code RIGPJ2. Comme tous les jours, nous remercions notre grand partenaire au long cours des RIGP, la CASDEN, la Banque coopérative de la fonction publique, mais également l'ATSCAF pour les lots que vous pourrez gagner lors du quiz sur WooClap qui aura lieu dans un instant. On espère que vous êtes confortablement installés là où vous nous écoutez et que vous avez une bonne connexion parce que justement, aujourd'hui, nous allons consacrer ce webinaire à l'expérience de service. Pour faire très simple, et avant que nos expertes vous l'expliquent bien mieux que moi, l'expérience de service, c'est l'ensemble des émotions et des sensations que l'on ressent pendant nos interactions avec un service. Et le travail des organisations est d'anticiper au mieux ce ressenti, d'organiser chaque question qui puisse être posée, d'envisager chaque geste de l'usager ou du client pendant l'interaction avec le service, afin de rendre l'expérience agréable et rassurante, voire même mémorable. Pour traiter de ces questions et de ce sujet dont certains considèrent qu'il s'agit du quatrième secteur de l'économie, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir les meilleures expertes du sujet. Du côté des praticiennes et des stratèges qui circulent sur une ligne de crête du public et du privé, nous avons à l'extrême droite de la salle et donc de votre écran, Madame Iba Fares, qui est directrice en charge de l'expérience client au sein du groupe RATP, diplômée d'HEC, de la Harvard Business School. Elle a exercé chez Air France, puis au sein du groupe Accor. Elle est depuis 2018 directrice de l'expérience, du marketing et du digital au sein du groupe RATP. Au centre du plateau, nous avons Céline Forest, qui a le même parcours de Caméléon. Après un MBA et un passage à l'EM Lyon, elle a occupé diverses fonctions en marketing dans plusieurs entreprises et jusqu'à récemment chez Engie, où elle s'occupait également de l'expérience client. Il y a moins d'un mois, elle a rejoint la direction interministérielle de la transformation publique en tant que chef de mission expérience usagée. Et la transition vers la recherche est toute faite puisque Céline Forest a publié cette année même un ouvrage intitulé « L'expérience client, la revanche du B2B » aux éditions Kawa. Last but not least, nous avons l'honneur d'avoir en dématérialisé, Chiara Orsinger, qui va incarner ce dialogue entre recherche et pratique qui est le cœur de métier des RIGP. Elle est professeure de marketing des services à l'Université de Bologne. Elle a fait sa thèse à l'IAEDEX, qui est le centre de recherche pionnier en France en marketing des services. Et Chiara est spécialiste de la gestion de la défaillance de services et de la gestion de la réparation. Autant vous dire que son regard sur les services publics en contexte de crise sanitaire nous sera très précieux. Il est désormais temps de leur laisser la parole, mais également à vous, puisque tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions à nos intervenantes via WooClap et on les posera en fin de conférence. Je vous propose qu'on commence par le commencement. Comment définir l'expérience de service? Comment définir l'expérience client? Céline, vous pouvez peut-être commencer? Alors bonjour, déjà merci de m'accueillir, je suis ravie d'être ici. Effectivement, je suis fraîchement arrivée à la direction interministérielle de la transformation publique. Alors vous avez magnifiquement défini ce qu'était l'expérience de service. D'ailleurs, c'est effectivement important de souligner la différence entre un service et un produit, puisqu'un service est intangible. Et donc l'expérience client et ou usager avec un service, ça va être effectivement les différentes émotions que ce client ou cet usager va ressentir tout au long de ses interactions, tout au long de son parcours client ou de son parcours usager. Ça va être en fait l'accumulation de ces émotions. Et j'imagine que vous savez qu'il faut 12 expériences positives pour contrebalancer une expérience
négative. Donc ça laisse présager beaucoup de choses en matière de management de cette expérience client et ou usager. 12 expériences positives pour composer une expérience négative. J'imagine que Iba, Chiara, vous avez peut-être quelque chose à rajouter à cette définition? Iba? Alors pour nous, pour la RATP, donc, je rappelle juste en Ile-de-France uniquement, nous avons au quotidien, bon, c'était avant Covid, hein, les chiffres que je vous donne, 7 millions de voyageurs tous les jours au quotidien. Donc j'imagine s'il faut produire 12 expériences positives pour ces 7 millions de voyageurs au quotidien, c'est un défi pour nous et c'est un challenge que toute l'organisation se mobilise pour relever, mais on sait qu'on est attendu et on fait tout pour être à la hauteur. Chiara, vous voulez réagir? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais vous remercier. C'est avec un grand plaisir que je vous rejoins, bien que j'aurais bien aimé être avec vous physiquement, mais il faut faire ce qu'on peut à cette période un peu difficile. Et donc, merci encore. Très contente d'être avec vous. Je voudrais peut-être dire que les recherches que nous faisons maintenant sur le concept d'expérience ont ajouté à la phase de consommation du service aussi tout ce qui se passe avant et après la consommation d'un service, l'utilisation d'un service. Et ça, c'est fort intéressant parce que ça met les clients, la relation entre l'entreprise et les clients ne se passe pas uniquement au moment de l'utilisation du service, mais il y a un espèce de fil rouge qui doit être maintenu entre l'entreprise et les clients avant que l'expérience commence et même après que l'expérience finit. Donc, c'est en fait une relation qui peut durer bien plus longtemps que l'utilisation d'un service. D'accord, merci beaucoup. Alors, cette expérience continue. Je vais me tourner vers Iba Fares. Vous qui travaillez dans le transport et qui avez travaillé depuis dans différentes organisations, il y a toujours cette tension. Dans le transport, dans le service, il faut s'adapter, suivre l'usager, mais dans le transport, il faut aussi le guider, l'orienter, et il y a toujours une tension entre suivre, contraindre. Comment, à la RATP, vous gérez cette dualité de l'expérience de service? Bon, tout d'abord, nous, on s'est intéressé énormément aux attentes des voyageurs. Donc, les attentes des voyageurs sont nombreuses et tout à fait légitimes. La première, évidemment, c'est d'avoir un service de transport ponctuel, fréquent et fiable. Donc ça, c'est vraiment le besoin, on va dire, primaire et c'est là où on est le plus attendu. Mais accompagnant ce besoin fondamental, aujourd'hui, on sait que les gens nous attendent énormément sur l'information qu'on peut donner. C'est-à-dire que le transport peut être en retard, mais l'information qui doit l'accompagner doit être suffisamment pertinente pour donner aux voyageurs les leviers d'agir, de décider par eux-mêmes et de changer d'itinéraire ou de changer de mode de transport si le service est défaillant. Donc l'information liée au transport est primordiale et ensuite les autres besoins sont énormément liés à la propreté. C'était déjà très important avant le Covid. Hein. Je travaillais énormément sur la propreté avant le Covid, mais depuis bien entendu mars, c'est devenu un besoin plus que fondamental dans les transports publics. Et puis, bien entendu, comme dans tout autre service, la notion d'accueil, de gestion des réclamations, de réponse aux besoins, toute la partie, on va dire, humaine et interaction est également fondamentale. Donc nous, on a listé ces attentes qu'on juge les plus importantes et les plus fortes. Il y en a plein d'autres. Hein. On a parlé tout à l'heure de connectivité. On vient de finir d'équiper le métro de 3G, 4G. C'est le seul métro du monde qui est équipé fully 3G, 4G. Donc ça, c'était une attente aussi des voyageurs. Mais en tout cas, c'est pas dans les attentes fondamentales. Donc dans ces attentes très importantes, c'est ça qui décline notre feuille de route aujourd'hui, expérience voyageur à la RATP. Donc on travaille à la fois sur, bien entendu, le transport, l'information qu'on donne aux voyageurs, la propreté et l'accueil relation de service. Mais on sait que
des fois, sur des sujets, on n'est pas une entreprise lambda. Hein. Moi, je le vois réellement, vous avez cité mes expériences passées, je vois réellement la différence entre la RATP et l'hôtellerie. On a réellement un rôle régalien. Je définirais ça comme vraiment, le mot c'est régalien sur certains sujets. Ces sujets vont être la lutte contre les incivilités, ça va être la lutte contre la fraude, ça va être les sujets de harcèlement, ça va être... On est attendu plus fortement qu'une entreprise lambda où notre rôle n'est plus uniquement de transporter. On est vraiment attendu au tournant et il y a une vraie attente là-dessus. Ça se formule comment, cette attente de régalien par les usagers ? Pardon ? Est-ce que ça se formule, ça se matérialise comment, cette attente de régalien ? Ils attendent quoi comme posture de lutter contre les fraudeurs, de garantir la civilité ? En fait, c'est étonnant parce que il y a l'attente globale et il y a le cas individuel. Et sur l'attente globale, dans toutes nos enquêtes qu'on fait, il y a une vraie attente de faire régner, on va dire, l'ordre. Hein, et faire respecter les règles. Il y en a beaucoup qui nous disent, ceux qui fraudent, qui sautent devant les tourniquets, etc., que faites-vous ? A contrario, on a aussi beaucoup de défiance quand on contrôle les gens et qui n'ont pas de ticket et qui nous disent, finalement, vous êtes vraiment dans une posture répressive. Et du coup, ça demande beaucoup de savoir-faire et de doigté pour à la fois mener une politique d'expérience client très orientée service, qui se veut très commerciale et commerçante, etc., et à la fois être dans cette posture très régalienne, ferme, etc. Donc pour ça, nous, on a développé pas mal de façons de faire pour un peu prendre le sujet à la racine, c'est-à-dire qu'on intervient énormément, par exemple, dans les écoles, très tôt. Il y a énormément de gens de nos services qui vont intervenir, qui vont expliquer un peu comment prendre les transports, les incivilités, les façons de faire. Également, on fait des stages d'accueil des collégiens. Les collégiens, on sait que c'est la période de la vie où on commence vraiment à utiliser les transports en commun de façon autonome. Donc, on les accueille, ils rentrent en contact avec l'ensemble de nos équipes, ils savent à qui s'adresser, etc., etc. L'idée étant très tôt de justement agir sur les comportements. Et puis, comme on est un service public, on a l'occasion aussi de faire des choses très innovantes parce qu'on a un lien fort avec la préfecture de police, avec la BRF, etc. Et par exemple, pour les touristes, on sait que... les touristes, il y en a moins aujourd'hui, mais il y a quelques mois, il y en avait encore pas mal. Les touristes, c'est 10% des clients de la RATP. Et ils sont malheureusement pas mal sujets à des vols à Paris et notamment dans les endroits les plus touristiques. Et par exemple, on a travaillé pour qu'ils puissent faire un dépôt de plainte auprès des agents de la RATP, donc dans les stations, pour leur éviter des déplacements très longs, etc., avec des personnes qui parlent anglais ou d'autres langues et qui peuvent les aider. Pareil pour... les victimes de harcèlement dans les transports. On est en train de travailler sur des procédures, là encore, accélérées avec la préfecture de police pour qu'ils aient des facilités vu notre mission et notre rôle de service public. Donc on essaie de rendre, en tout cas, ces sujets, cette posture régalienne positive en créant de nouveaux services pour accompagner. Ok, passionnant. Chiara, je me tourne vers vous parce que Iba a beaucoup parlé de la capacité à capter les attentes des usagers. Quelles sont les méthodes dont on dispose ou qui ont été développées par les organisations, mais aussi la recherche en marketing, pour analyser l'expérience de service ? Est-ce qu'il faut interroger les usagers sur leurs attentes ? Est-ce qu'il faut les observer, regarder leur comportement ? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est la panoplie d'outils disponibles pour qui veut commencer à travailler sur ce matériau qu'est l'expérience usagée ? Bien sûr. Alors, connaître les attentes, c'est très important parce que c'est justement, qu'est-ce que c'est une attente? C'est un standard de comparaison, en fait. Quelquefois, c'est une prévision. Je m'attends à ce que... C'est plusieurs choses. D'abord, le type d'attente auquel on est intéressé
d'un point de vue marketing, c'est les attentes, ce qu'on appelle les attentes désirées. C'est pas un idéal, mais c'est ce qu'on voudrait. Donc, justement, quand on voyage, par exemple, Madame Farès disait, on s'attend que le transport soit à l'heure. On s'attend qu'il soit propre. Et d'autant plus qu'il y a les attentes sont dynamiques aussi, parce qu'un événement comme les Covid a fait en sorte qu'une attente comme la propreté devienne beaucoup plus importante de ce qu'elle était avant. Donc, pour les examiner, en fait, on utilise plusieurs méthodes. Une méthode, c'est celle de demander au client, très simplement. Mais c'est vrai que les attentes des clients nous disent ce qui se passe aujourd'hui, mais ne pensent pas trop au futur. L'observation, c'est aussi très important parce que à travers l'observation, nous observons le comportement réel des clients, pas uniquement ce qu'ils disent, ce qu'ils voudraient, mais aussi leur comportement, et c'est la compétence des personnes qui travaillent aux entreprises de savoir conjuguer ce qu'on demande aux clients avec l'observation de leur comportement. Mais il y a aussi une autre source assez importante que nous utilisons pour découvrir les attentes, c'est de demander au personnel en contact direct avec les clients. Parce que le personnel en contact, c'est une source très importante d'informations. Ils voient les comportements quotidiens du client, et ils écoutent les clients parler, ils écoutent leurs sources de satisfaction, d'insatisfaction. Donc, en fait, il vaut toujours mieux, si possible, si on a les temps, les budgets, croiser différentes méthodes. Demander aux clients, demander au personnel en contact, observer les clients. Et tout ça, bien sûr, avec la capacité des personnes qui travaillent en entreprise de mettre ensemble toutes ces sources d'informations et d'en tirer la dynamique des attentes, surtout. D'accord. Justement, sur ces méthodes, et là, la question est ouverte et je me tourne peut-être aussi dans un premier temps vers Céline. Vous toutes êtes expertes à la fois du secteur privé et du secteur public. Iba nous a déjà dit l'attente de Régalien qui est très spécifique dans sa relation, dans ce qu'elle constate dans les attentes des usagers vis-à-vis d'un service public. Est-ce que vous constatez, vous observez des différences marquées, et quelles sont-elles en matière d'attente, de comportement des bénéficiaires vis-à-vis d'un service public ou d'un service privé? On vous laisse commencer, Céline. Alors déjà, je voulais faire une petite précision et aussi rebondir par rapport à ce qui avait été dit. Dans les services publics, on ne choisit pas ses clients et eux ne nous choisissent pas non plus. Donc ça, c'est la grande différence avec le privé, et c'est ce que j'ai pu apercevoir depuis que je suis arrivée venant du privé. C'est la grande différence. Néanmoins, je pense que les usagers ou les clients souhaitent avoir un peu la même expérience qu'ils vont vivre avec des entreprises dans leur quotidien, donc dans leur relation en B2C ou dans leur relation en B2B, donc d'entreprise à entreprise. Et c'est marrant parce que finalement le parallèle, je viens de Engie, vous l'avez dit, et je viens d'une partie de la partie B2B. Et c'est vrai que je disais souvent, les clients ont envie de vivre la même expérience que ce qu'ils vivent en B2C. Donc ça, c'est juste pour faire le parallèle, parce que je trouve qu'il y a un parallèle assez fort, où même si on ne choisit pas nos clients, nos usagers, eux ne choisissent pas non plus, mais pourtant, ils aimeraient vivre une expérience, enfin en tout cas la même expérience qu'ils peuvent vivre ailleurs. Ensuite, dans les services publics, les expériences sont très variées, parce qu'en fait, vous allez pouvoir avoir une expérience, alors je ne sais pas si c'est une expérience positive, en tout cas pas trop désagréable, on espère, quand vous allez changer votre carte grise, par exemple. Par contre, à l'inverse, quand vous allez vous marier, vous attendez à vivre quand même une expérience plutôt positive. Et pour revenir à votre question sur l'écoute, je pense que, et d'autant plus dans le service public, c'est primordial d'écouter les usagers. Parce qu'on n'est pas dans un système où ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité, mais c'est bien la confiance, et la confiance de nos usagers. Et pour ça, la première brique, la première pierre, et d'ailleurs c'est valable dans toute démarche d'expérience client ou d'expérience usager, c'est de les écouter.
Alors, on a mis en place à la direction interministérielle de la transformation publique des outils comme Vox Usager, qui permet aux usagers en fait de s'exprimer, d'exprimer quand il est content et d'exprimer aussi quand il est moins content. Et pour venir à ce que vous disiez sur l'importance aussi d'écouter, d'aller sur le terrain, d'écouter ce qui se passe, mais je pense effectivement que c'est aussi valable dans les services publics. On est dans une logique d'amélioration continue. Donc, quand on va écouter les usagers au travers de ce qui nous remonte de Vox, par exemple, ou d'autres canaux, c'est important d'aller effectivement co-construire avec des agents, avec des usagers, à partir de la matière qu'on a récupérée pour les écouter et de construire des plans d'action. Voilà. Donc, je pense que l'écoute est vraiment d'autant plus important dans les services publics où on va aller rechercher aussi la confiance des usagers. Voilà. Merci. Juste avant qu'on passe à la prochaine question, un petit point de rappel pour vous dire que dans quelques instants, nous allons faire un quiz et qu'il y aura des lots à gagner. C'est les bons vieux incitants comportementaux. On ne sait pas s'ils marchent vraiment. Et si c'est pas déjà fait, connectez-vous à WooClap avec le code RIGPJ2 pour pouvoir participer à ce quiz. Je voudrais vous poser une question qui est liée à l'actualité. Le Covid, beaucoup disent, la Covid, je vous prie de m'excuser, indique que c'est une maladie, un virus social qui transforme complètement nos rapports sociaux, nos comportements en société, davantage même qu'il affecte notre santé. Au sortir du confinement, la réassurance était partout. C'est-à-dire que on nous guidait, on nous donnait des informations, on nous disait ce qu'il fallait faire dans les restaurants, dans le métro, etc. En tant qu'experte de la relation de service et de la gestion de l'expérience, comment vous avez observé, accompagné ce déconfinement? Qu'est-ce que ça a transformé dans la gestion de l'expérience de service vis-à-vis de vos usagers? Je me tourne peut-être d'abord vers Iba. Je pense que tout le monde aura envie d'apporter sa pierre à cette question-là. Très bien. Bon, déjà, je peux vous dire que au niveau de la RATP, nous avons, pendant l'ensemble du confinement, nous avons poursuivi notre activité et on a réellement vu la continuité du service public, c'est-à-dire même... quand beaucoup de monde était confiné, on s'est assuré à ce qu'il y ait du transport pour que les personnes qui avaient besoin de se déplacer, on parle souvent des soignants mais pas que, puissent se rendre à leur travail. Et on a vu également un élan interne où beaucoup d'initiatives ont été prises, notamment en partenariat avec la PHP pour faire des lignes de bus dédiées aux soignants. Et c'était vraiment des initiatives internes d'agents qui travaillent chez nous et qui ont dit pourquoi on ne ferait pas différemment pour accompagner cette période exceptionnelle. Donc on a réellement vu ces valeurs de service public et c'était pas évident d'avoir des conducteurs, des agents de gare et de station, etc. qui dépassent leur peur, parce qu'ils avaient également peur de venir travailler en plus dans des espaces un peu souterrains, et qui sont venus et on a réellement assuré cette mission. Donc on n'est pas peu fiers. Et puis assez vite, on a été dans la période qu'on appelle de préparation du déconfinement, où on parlait de ce rôle régalien, on a dû quand même imposer pas mal de choses à nos voyageurs. On a dû leur imposer à la fois de la distanciation dans les transports, on a dû leur imposer le port du masque, et puis au début, on a dû leur imposer également le fait qu'ils aient des attestations pour pouvoir voyager aux horaires de pointe. Donc beaucoup de contraintes, énormément de contraintes pour des gens qui n'en avaient pas l'habitude. Et là, c'était un challenge parce qu'on ne voulait pas non plus braquer, c'était pas du tout le sujet. Et donc on s'y est pris en informant énormément. On a beaucoup misé sur la communication, l'information, via les médias, via les réseaux sociaux, mais aussi via tout le système de signalétique qu'on a déployé dans les métros, dans les bus, dans les tramways, dans les gares, dans les stations, etc. Donc on a vraiment diffusé l'information comme on pouvait et de façon peut-être exagérée, hein. On en a trop fait, mais l'idée c'était que les gens soient au courant, parce que s'ils sont pas au courant de ce qu'il faut faire, là pour le coup ils auraient pu sentir comme s'ils étaient pris au piège et c'était pas du tout l'effet recherché.
Deuxième chose, c'est qu'on a veillé à être transparent. Donc les réglementations ont changé, on les a accompagnées, on a expliqué, mais on a aussi été transparent parce que on a lancé un outil sur notre application qui permet aux voyageurs de nous dire là où il y a de l'affluence. Sur les lignes, etc., etc. Et par rapport à ça, cette information, on l'a mise à disposition de tous pour que les voyageurs puissent décider s'il a envie de prendre telle ou telle ligne à tel ou tel moment en fonction de l'affluence observée. Donc on n'a rien caché, on n'a pas dit il n'y a pas de monde partout, etc. On a au contraire été plutôt promoteur d'une information très transparente et diffusée. Et puis troisième levier, c'est la pédagogie, c'est-à-dire que les premiers jours étaient compliqués pour les voyageurs, et donc on est allé dans une posture de pédagogie, de conseil, d'accompagnement, etc., et pas du tout dans une posture répressive dès le départ, alors qu'il y avait beaucoup de tensions, on était assez attendu sur ce sujet. Après, la sanction reste un élément important parce qu'on sait que pour certains, malheureusement, s'il n'y avait pas des amendes à la clé voilà, les choses se passeraient peut-être d'une façon plus fluide qu'elles ne l'ont été. Donc c'était une expérience assez édifiante et qui a beaucoup soudé les équipes, et je pense qu'on a réussi à passer cette période du mieux possible. Ok. Chiara, vous, sur le déconfinement, est-ce que justement les contraintes, vous avez le sentiment qu'elles ont produit de la réassurance à des gens qui voulaient qu'on soit très pédagogue et très directif avec eux pour éviter les comportements angoissants d'autres clients ou usagers selon les contextes? Est-ce que vous commencez déjà à avoir des données, des informations, des retours d'expérience? Alors, nous n'avons pas encore des données sur certaines réactions du consommateur, surtout des réactions psychologiques. Les recherches, justement, sont en train d'être faites, et j'imagine que pour le mois de janvier, nous aurons des données qui nous disent mieux comment les clients ont ressenti. Mais disons que un peu la sensation qu'on a eue, surtout pour des services de base comme le transport, les supermarchés, donc des services qui étaient nécessaires. Et ça a été très intéressant parce que la Covid, d'une part, a donné un rôle, et je me trouve totalement avec ce qu'il dit Madame Farès sur le rôle de règle, la règle qui a dû donner l'entreprise, parce que en quelque sorte le personnel en contact de l'entreprise a été c'est lui qui a fait respecter des règles, les règles des distances, et en respectant la règle, a donné assez de confiance. Donc en fait, les entreprises qui ont donné des règles claires et motivées sont aussi les entreprises qui ont montré une capacité de faire face à une situation. Et ça a été rassurant pour les consommateurs. Donc en fait, a pu augmenter aussi le niveau de confiance envers l'entreprise. Régalien, règles, réassurance, comme quoi les services ont beau, dans le public, améliorer leur expérience, on s'éloigne jamais beaucoup de nos fondamentaux. Je vous propose qu'on passe au quiz, puisque nous vous avons préparé 7 questions et que vous allez disposer de 30 secondes pour répondre à chacune d'entre elles. Et ceux qui auront répondu correctement seront contactés par l'équipe des RIGP, Eduardo et Kimberley, pour vous dire quel cadeau vous aurez gagné. Il y a des places, des entrées au parc Astérix, des places de cinéma à gagner. Bref, on essaye d'améliorer votre expérience à distance pour ces RIGP. Alors, on va commencer avec la première question. Quel est le taux de satisfaction moyen des Français vis-à-vis des services publics? 45%, réponse 1. Réponse 2, 62%, 74% ou 81%. Il vous reste 12 secondes pour répondre.
5, 4, 3, 2. Je ne vais pas le faire à chaque fois. 1. C'est parti. On passe à la question suivante. Quelle est... Ah oui, non. Alors, on a plusieurs bonnes réponses. 74% d'entre vous ont bien répondu, puisque la bonne réponse, c'était 74% de taux de satisfaction des Français en moyenne vis-à-vis des services publics. Quelle est la part des services non marchands dans le PIB, éducation, santé, action sociale? Le compte à rebours a démarré. Il y a 4 réponses possibles. 10%, 22,5%, 50%, 62%. Eh bien, la bonne réponse, c'était 22,5%. C'est le poids des services non marchands dans le PIB. On passe à la question 3, une question d'histoire industrielle et publique française. En quelle année la Société nationale des chemins de fer a-t-elle été créée? 1901, 1920, 1938, 1968. Vous ne pouvez plus répondre, tout le monde a voté, les jeux sont faits. La bonne réponse, c'était 1920. On passe à la question 4, un peu plus piquante. Qui a dit « Si la mort était un service public, il y aurait des files d'attente » ? Jean Baudrillard, le philosophe, l'humoriste Coluche, le chanteur Jean Ferrat, ou bien Patrick Poivre d'Arvor, le célèbre journaliste. C'était une question piège. La bonne réponse, c'était le philosophe Jean Baudrillard et non pas l'humoriste Coluche. On passe à la question 5. Que signifie le principe « Dites-le nous une fois ». Ça signifie que l'administration souhaite que les usagers posent moins de questions au guichet des services publics, que l'administration ne demande pas plusieurs fois un document qui lui a été déjà transmis, que les conversations téléphoniques entre administration et usagers sont enregistrées, que des avis des usagers sont collectés par les administrations. Et bien évidemment, si vous avez suivi le webinaire d'hier, vous savez que la bonne réponse était la 2, que l'administration ne demande pas plusieurs fois un document qui lui a déjà été transmis. On passe à la question 6. Le design des services publics, c'est l'harmonisation de la charte graphique des services publics, une méthode qui vise à tester les services publics avec les usagers afin qu'ils soient plus adaptés à leurs attentes. C'est quand un grand couturier décore un bâtiment public, ou c'est le plan de rénovation architecturale des administrations publiques. Grand suspense, il y aura sûrement beaucoup de bonnes réponses. Et bien évidemment, la bonne réponse, c'était la réponse numéro 2. On passe à l'ultime question. Suite à quel mouvement féministe, c'est une question ouverte, les femmes britanniques obtinrent-elles le droit de vote en 1918 ? Tout le monde a voté. On arrive à la fin. Et bien évidemment, la bonne réponse, bravo, vous en avez beaucoup des réponses qui sont apportées sont la bonne. Il s'agissait du mouvement des suffragettes. Le quiz est désormais terminé. On reviendra très prochainement vers les gagnants pour leur annoncer
leur lot. Et nous revenons à nos échanges avec Céline, Iba et Chiara pour passer à un autre thème. Nous en avons beaucoup parlé dès le début des RIGP hier. Ce qui fait la spécificité des services, c'est l'expérience que l'on ressent au contact de l'organisation. Et Céline a insisté là-dessus. Plus les contacts sont réguliers avec les organisations, plus les risques de défaillance sont importants et les défaillances pèsent beaucoup plus que le fonctionnement normal d'un service. Céline nous disait qu'il faut 12 contacts positifs pour compenser une défaillance. Je me tourne vers Chiara. Vous êtes l'experte de la défaillance de service, de la gestion, de la réparation et de la compensation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une défaillance de service et surtout, quelles sont les stratégies que peuvent mettre en place les organisations pour y faire face? Oui, une défaillance, en fait, c'est une interruption dans une expérience régulière. Donc, quand je prends un avion, je m'attends de partir de Bologne à 8h30 et arriver à Paris après 1h30. Et s'il y a quelque chose dans cette expérience que j'ai dans mes attentes qui va interrompre une de ces phases, il va y avoir une défaillance. Et les défaillances, en fait, sont de deux types. Je peux avoir une défaillance de résultat. Je n'arrive pas à Paris à l'heure que je voulais. Mais il peut aussi y avoir une défaillance dans le processus. Il y a quelqu'un qui est très désagréable avec moi, une hôtesse désagréable, quelqu'un pendant le voyage qui ne se comporte pas bien avec moi. Alors, une défaillance de processus. Alors, les deux peuvent se passer et quelquefois la défaillance de processus est très importante et quelquefois la défaillance du résultat, dans les résultats du service, elle est beaucoup plus importante. Ça dépend beaucoup du type des services. Et ce qui est intéressant d'analyser, c'est ce qui se passe dans la tête du client quand il y a une défaillance, avant de décider quelles sont les actions. Ce qui se passe dans la tête, c'est que la première réaction, c'est pour la plupart des gens, mais pas pour tout le monde, c'est une réaction émotive. Je peux être triste, je peux être furieux, ou être très anxieux, préoccupé. Donc, il y a d'abord une réaction émotive, émotionnelle qui se déclenche. Et il y a aussi une réaction, une des premières réactions, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est la faute de qui? Donc, il y a cette réaction émotive, émotionnelle, et ce qu'on appelle un processus d'attribution. Les clients cherchent à savoir la cause. Même si la cause, quelquefois, dépend même pas de l'entreprise. Quelquefois, il y a du mauvais temps, l'avion ne peut pas partir. Mais cet besoin de rechercher la cause, ça fait un peu partie de la nécessité de contrôler notre environnement. Suite à cette émotion, les émotions et les comportements, les clients cherchent à trouver la manière de récupérer la situation normale. Je ne peux pas arriver à Paris à l'heure, qu'est-ce que je peux faire? J'avais commandé un steak bien cuit, il n'est pas bien cuit. Le contraire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en fait, les clients s'attendent à ce que l'entreprise, si c'est la faute de l'entreprise, si la responsabilité, je ne vais pas parler trop de fautes, mais des responsabilités, si c'est la responsabilité de l'entreprise, il va demander à l'entreprise de faire quelque chose qui lui permet de retrouver la situation initiale. Et ce qu'on sait dans les études plusieurs études sur la récupération du service, c'est que les clients raisonnent en termes de justice. Je veux que le service soit juste, comme il était avant. Et cette justice, elle se manifeste sur 3 dimensions. Une justice qu'on appelle distributive, une compensation.
c'est-à-dire une compensation qui peut prendre plusieurs formes, hein. On refait les services, on me donne une coupon, quelque chose que je peux dépenser pour le futur. On me redonne l'argent, plusieurs formes de compensation. Mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Il faut aussi une justice interactionnelle. Donc, je veux quelqu'un qui m'écoute, qui écoute mon problème, même qui écoute mon inquiétude, ma rage. Et donc, la justice interactionnelle a trait à la perception qu'il y a quelqu'un qui a écouté le problème, il s'est mis à ma place, ou elle s'est mis à ma place. Elle a fait en sorte que le problème soit résolu. Elle a pris en charge, ou il a pris en charge le problème pour le résoudre. Et la troisième forme de justice, c'est une justice de procédure. C'est-à-dire, la procédure est transparente. Là, j'écoute ce qu'a dit Iba tout à l'heure. Il a fallu être très transparent, oui, parce que pour les clients, c'est important de savoir comment, par exemple, un processus de récupération va être géré, dans combien de temps. Est-ce qu'ils vont m'appeler? Est-ce que je vais recevoir un message sur mon téléphone? Quel va être le temps? Donc, il y a aussi une justice qui a trait aux procédures que l'entreprise va mettre en place pour récupérer cette situation initiale. Je m'arrête là pour le moment. Merci, c'est très pédagogue. Alors, je vais peut-être laisser Céline et Iba rebondir sur les différentes formes de justice distributive, relationnelle ou processuelle. J'imagine que vous les activez d'une manière ou d'une autre, individuellement, complémentairement les unes des autres. Céline ? Alors déjà, effectivement, la différence du public et du privé. Dans le privé, quand on n'est pas content d'un service, on peut partir. On peut partir, voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai bien aimé quand vous avez dit finalement la réaction d'une personne quand il y a une défaillance, finalement c'est une alerte émotionnelle. Et une alerte émotionnelle, quand on a une émotion négative, elle montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfait, qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, ou une valeur, quelque chose en tout cas qui n'est pas comblé. La première chose à faire, à mon sens, on en revient à ce système d'écoute, mais c'est d'écouter la personne qui n'est pas satisfaite ou qui a une alerte émotionnelle négative, nous raconter ce qui ne va pas. Donc la laisser s'exprimer. Et déjà, avec le fait de pouvoir s'exprimer, en général, l'émotion baisse en intensité. Donc c'est la première chose. Et effectivement, tout à l'heure, je donnais l'exemple de Vox Usager qu'on a développé. C'est une des pistes pour nous de pouvoir laisser exprimer un usager qui n'est pas satisfait. Ensuite, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, et je pense que c'est très important quand on parle de transparence. Et quand on a des engagements, et par exemple, si on prend les engagements d'être plus simple, d'être plus efficace, d'être plus proche dans les services publics, si on a des engagements, si on fait une promesse, il faut une preuve. Et pour la preuve, on peut, et c'est ce qu'on fait déjà, être transparent sur nos résultats, être transparent sur ce qu'on apporte. Et je vais faire le lien maintenant avec le privé et ce que j'ai vécu dans le privé. Quand on parle de transparence, c'est aussi, quand une personne a une réclamation, par exemple, de pouvoir lui dire où on en est de sa réclamation, comment elle est traitée, sans forcément résoudre le problème. Mais déjà, de pouvoir dire les choses, d'être transparent et de pouvoir nommer les choses permet généralement d'instaurer un climat aussi de confiance. Voilà. Moi, je me retrouve complètement dans la description qu'a faite Chiara, c'est-à-dire que pour moi, il y a des situations de défaillance pour les transports qui sont, importantes sur le résultat. C'est-à-dire que quand on n'est pas en mesure de transporter une personne d'un point A à un point B,
là on est dans une défaillance importante de résultats, ou alors quand on le fait mais avec des délais de trajet, des temps de trajet très largement supérieurs à ce qui était théoriquement prévu, là on est dans des cas de défaillance très importantes. Mais ensuite les défaillances, c'est aussi des choses sur un parcours, ça va être un appareil de vente qui fonctionne pas, c'est aussi une défaillance. Alors c'est pas à mettre au même niveau, mais c'est aussi des contrariétés ou une réclamation maltraitée, ou etc., etc. Donc les défaillances sont très très nombreuses quand on est dans le domaine des services. Toutes les entreprises de services savent que les défaillances peuvent exister partout. Donc nous, si je dois regarder les types de défaillances, effectivement, la partie distributive, c'est-à-dire une indemnisation pécuniaire, on le fait de plus en plus depuis quelques années. Je vous prends deux exemples. Quand on a eu le déraillement du RER B à Saint-Rémy-lès-Cheffreuses en 2018, pendant plusieurs jours, pendant plus d'une dizaine de jours, tous les habitants des communes des Yvelines n'avaient plus du tout de transport. Plus de RER. Et là, on a remboursé une partie de leur abonnement correspondant à ces 10 jours. C'était quelque chose de nouveau dans notre logique de service public de transport. Et on a renouvelé ça dans la grosse défaillance qu'il y a eu pendant les grèves. Bien entendu, là, c'est un cas de défaillance majeure pour les voyageurs. Et là encore, nous avons remboursé les abonnements. Alors pour moi, le remboursement ne suffit pas parce que faut aussi proposer des alternatives. Et les alternatives, par exemple, si je prends le cas du RER, on avait fait des partenariats avec des entreprises de covoiturage. On avait subventionné une partie du covoiturage pour que les gens, ok, ils ont été remboursés de leur abonnement, mais quelle est leur solution pour venir travailler? Et donc on a mis en place, on a encouragé en tout cas des alternatives possibles avec le covoiturage. Chose qu'on a renouvelée également pendant les grèves, où on a fait un partenariat très large avec des opérateurs de mobilité autres, vélo, trottinette, covoiturage, VTC, pour que les gens puissent avoir d'autres façons de s'acheminer. Donc il y a le distributif, il y a aussi les aider à trouver des solutions. Dans des défaillances, on va dire moins graves, là pour le coup, on est dans une situation où, étant un service public, et je ne sais pas si vous le savez, mais les recettes que payent les voyageurs ne représentent qu'un tiers du financement du transport en commun. C'est-à-dire que le reste de l'argent ou vient des entreprises ou vient des collectivités. Donc c'est très difficile d'être dans la même interaction qu'une entreprise, on va dire, privée. C'est-à-dire on ne peut pas indemniser dès qu'il y a un petit sujet, parce que voilà, l'argent il vient pas forcément directement de notre activité, et du coup c'est là où la partie, on va dire, écoute, considération, prise en considération du fait est importante. Et c'est là où on a un gros travail que nous avons entamé, mais qu'il faut poursuivre, sur le fait d'informer, et d'informer dans un langage en toute transparence. C'est-à-dire, quand vous dites, Chiara, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, au niveau des transports, on a un jargon très technique, où on va dire, pour ne pas alourdir la tête des gens, on va toujours dire incident technique, incident voyageur. Les gens, ils comprennent pas. Et on est en train de tester des choses beaucoup plus factuelles, en disant, bon, voilà, il y a quelqu'un qui s'est jeté sur les voies. Bon, ça peut être choquant, mais au moins, ça fait moins l'incident quelconque inventé par la RATP, ou alors il y a une panne de train, ou il y a etc., etc. Et donc être assez explicite pour que les gens comprennent d'où vient le problème. Et puis effectivement être dans une posture où on laisse les gens s'exprimer, que ce soit via les agents sur le terrain, ou que ce soit via le service clientèle. Il faut qu'ils puissent s'exprimer, il faut qu'ils puissent nous dire ce qui ne va pas, et si on peut accompagner, rectifier, etc., aider, on le fait. Et puis aussi, pour moi, il y a l'excuse, c'est-à-dire la prise en compte réelle et sincère, sans que ça soit la formule « nous nous excusons de la gêne occasionnée », et que ça soit réellement qui sentent un peu de l'empathie, et qui sachent que on est conscient quand même qu'ils sont arrivés en retard, qu'ils ont loupé la nounou, et que
et que les horaires de la crèche vont être dépassés, etc., ou qui sont arrivés en retard au travail. Et donc je pense aussi dans le langage employé, dans le lexique et dans la franchise et honnêteté qu'on peut déployer, qu'on peut faire la différence. En tout cas, c'est vraiment notre chantier pour 2021 à la RATP. Alors ça tombe bien parce que nous aussi on veut donner la parole aux usagers puisque le principe des services c'est qu'on part du terrain. Donc on a réalisé quelques entretiens avec des usagers pour qu'ils nous parlent de leur expérience vis-à-vis des services publics. C'est un moment où j'ai été pas de très très bonne humeur. Je me suis trouvé un 25 décembre dans une gare de province. Il y avait une grève surprise, rien n'était indiqué. On se retrouvait sur le quai avec les papas, les mamans, les poussettes, les skis. Bon, comme c'était ma région, je connaissais très bien. À la limite, j'aurais presque pu demander même qu'on vienne me chercher ou prendre un taxi. Mais les gens étaient complètement désemparés. Et j'ai aperçu une petite lumière à un endroit. Alors il y a une porte, j'ai frappé. Je me suis dit peut-être au moins quelqu'un va nous donner une réponse. Et là, la porte s'est claquée de l'intérieur et le gars m'a gueulé c'est fermé. Alors, 25 décembre, j'étais pas très content. J'ai fait naître et je pense qu'ils ont dû se faire remonter les bretelles quand même parce que là, j'ai trouvé ça totalement inadmissible. On sentait bien qu'on n'était pas des clients, mais des emmerdeurs. Quoi. Le 25 décembre, ils avaient fait une grève. Voilà. Là, franchement, c'était le mauvais côté, la mauvaise anecdote. La Poste, c'est l'exemple type du service public qui a dérivé complètement en voulant essayer d'être une entreprise, qui a toutes les tares de l'entreprise et toutes les tares du service public. Par exemple, voilà, c'est-à-dire que essayer d'aller suivre un colis sur la Poste, vous attendez un colis, on vous dit votre colis est arrivé, vous essayez d'y aller, vous n'avez pas le numéro, enfin bref, c'est kafkaïen. Voilà, la Poste, c'est le mauvais exemple. Et justement, là, l'avantage, c'est aussi de pouvoir se déplacer, de pouvoir voir du monde. Et je trouve que les personnes en boutique, enfin en agence sont vraiment... ils ont changé par contre la façon de faire et sont vraiment rapides, efficaces, viennent vous chercher dans la queue. Enfin, je trouve que ça, c'est assez... c'est agréable, c'est bien fait. Mais d'où l'intérêt quand même, si ça rentre dans le service public encore, d'où l'intérêt d'avoir du monde. Alors, quand j'étais infirmière à l'hôpital public, je travaillais de nuit et j'ai changé de banque. Donc en fait, il fallait que je donne un nouveau RIB. Je leur ai envoyé par courrier. Et en fait, ils m'ont demandé de me déplacer. Donc à l'autre bout de l'hôpital, je travaillais à la Pitié-Salpêtrière. Il y en avait pour un quart d'heure pour traverser l'hôpital, aller, plus un quart d'heure retour, parce que c'est quand même très très grand. J'étais de nuit, ils ouvraient pas avant 8h et ils étaient ouverts que jusqu'à midi. Donc les heures auxquelles moi je dors. Et en fait, ils voulaient pas ouvrir l'après-midi, il fallait absolument que je me déplace. Ils voulaient pas me l'envoyer par courrier interne, il y avait vraiment aucune compréhension. Je les ai obligés à ouvrir un après-midi, à moi me lever plus tôt pour qu'ils acceptent en fait de signer le papier, alors que j'aurais pu tout simplement le faire par courrier interne. Alors, j'imagine que vous avez envie de réagir à ces interpellations, ces retours d'expérience d'usagers. Qui veut commencer ? Je viens commencer. Alors, effectivement, non, mais ça me fait sourire parce que bon, je retiens quand même qu'il y a un point positif dans la deuxième vidéo. Il faut toujours commencer par le point positif. Donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait quand même des améliorations de posture. Ensuite, on voit qu'il y a cette notion qui revient, d'écoute, qui est assez important. Et par rapport à ce que soulignait la troisième personne, cette notion aussi d'omnicanal, c'est-à-dire de pouvoir donner la possibilité à l'usager de pouvoir aller faire ces démarches soit sur un site, soit en accueil, soit en ligne, et en fait de pouvoir lui donner le choix. Voilà. Et on voit bien que on en revient à notre définition du départ de l'expérience usager. On voit bien les réactions émotionnelles, d'ailleurs, dans les témoignages des personnes. Alors même si elles masquent, on arrive à percevoir par les yeux les réactions émotionnelles suite à une expérience de service. Voilà. Donc ça reboucle avec l'introduction, c'est parfait. Iba ? Oui, moi j'avais la même réaction sur le fait que, et c'est pas un sujet service public, c'est un sujet de toutes les entreprises, c'est le lien entre le physique et le digital. C'est-à-dire il y avait des organisations par le passé très orientées, réseau de poste, réseau de vente RATP, réseau, etc., très physique,
Et puis le digital est venu et il y a eu un portage par d'autres directions. Et donc il y a des services qui ont été développés de façon un peu autonome. Alors le colis, soit on le suit digitalement, mais la personne à l'agence n'a pas forcément plus accès ou plus de plus-value pour aider. Et je pense que si on revoit pas les organisations et on pense pas vraiment dès le départ des services penser pour les gens, quel que soit le mode de contact, on sera toujours dans ces situations où on a un peu une schizophrénie au sein des entreprises. Et réellement, c'est un peu partout. Hein, c'est un peu partout ce sujet. Et si on veut redonner un rôle à l'humain, une plus-value à l'humain, parce que les gens sont aussi en attente d'avoir de temps en temps des personnes en face pour qu'elles puissent répondre à leurs questions, effectivement, il faut penser nos systèmes pour que l'humain qui est en interaction avec les clients ait une vraie plus-value et qu'il puisse répondre aux questions. Et aujourd'hui, il est souvent complètement aveugle parce que tout se passe ailleurs et il n'a pas plus d'infos que les clients qui, eux, en savent plus et du coup, ils le mettent en position de défiance, ils le challenge et donc il se sent des fois inutile, en manque de reconnaissance, etc. Donc, si on veut repenser cette interaction, il faut vraiment repenser l'ensemble de nos systèmes. Je pense que c'est le plus gros défi que nous avons tous. Donc ça, c'est par rapport au deuxième témoignage. Et par rapport au troisième, moi, je ne peux que souscrire. Alors, souvent, on a encore, dans beaucoup d'administrations, un vrai héritage voilà, on va dire de logistique interne et de règles qui génèrent des règles, qui génèrent des contraintes, qui génèrent, etc. Il faut vraiment dépoussiérer tout ça, mais je pense dans toutes nos maisons, on s'y attaque chacun à sa façon, mais je pense que le problème est bien pris. Merci pour ce message très clair. Chiara, est-ce que vous voulez aussi réagir à nos usagers? Oui, alors tout d'abord, une petite réflexion sur les anecdotes. Hein. C'est des anecdotes. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a 74% de Français qui sont satisfaits envers leur service public, je dis bravo. Parce que je pense qu'on n'a même pas les mêmes résultats en Italie, hein, je vais vous dire ça. Mais vous avez une grande tradition dans les services publics. Et ça, c'est super. Ça pour dire que les anecdotes ou comment dirais-je, les incidents négatifs, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est quelque chose que nous, même les chercheurs et les personnes aussi, les gestionnaires d'entreprise, ils se rappellent très bien parce que c'est quelque chose qui va pas, qui n'est pas normal. Mais le fait que ça soit éclatant, ça ne veut pas dire que c'est fréquent. Donc d'abord, il faut compter. Il y a combien de défaillances? Parce que s'il y en a peu, ça peut être aussi éclatant, mais ce n'est pas grave. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai, il y a des émotions négatives et le premier monsieur nous a montré qu'il était encore le rappel de la défaillance, lui faisait même rappeler l'émotion négative. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on récupère bien les services, il y a des émotions positives. Et ce passage, c'est ce qu'on a étudié aussi d'intéressant, c'est que ce passage de l'émotion négative à l'émotion positive, il est très puissant. C'est-à-dire que les soulagements, la joie, la gratitude que l'on peut éprouver une fois que le problème a été résolu de manière satisfaisante, ça a un très bon effet aussi. Alors, on ne vous posera pas la question de savoir s'il faut produire des expériences négatives pour les réparer afin de produire des expériences positives, parce que nous, on a un enjeu de performance vis-à-vis du résultat. On a bientôt écoulé l'heure qui nous est allouée, donc on a un devoir de vous amener à bon port et à l'heure, mais on s'est engagé vis-à-vis de nos usagers de leur donner la parole. Donc, on va terminer cette table ronde avec des questions qui nous ont été posées via Clap par notre public. Et donc, voici la première question. L'expérience de service passe aussi par les tarifs. Comment est réfléchie la grille tarifaire de la RATP? Selon quels impératifs? Alors, bon, là, c'est une question très ciblée et destinée à Iba. Très bien.
Une belle question, mais ma réponse va vous décevoir. Heureusement ou malheureusement, ce n'est pas du tout la RATP ni des opérateurs de transport qui définissent leur grille tarifaire. Ce sujet est placé sous l'autorité des régions. Et donc en Île-de-France, c'est l'ancien STIF, qui désormais s'appelle Île-de-France Mobilité, qui décide de l'ensemble des supports tarifaires, des produits tarifaires, des prix, des conditions, et même désormais développe lui-même la partie informatique de ces sujets. Voilà. Merci beaucoup. Deuxième et dernière question. Il est intéressant de mesurer les attentes des usagers, mais comment réussir à obtenir une représentativité des avis? Alors là, ça s'adresse à tout le monde et ça pose une question classique dans le secteur public, la tension entre les démarches d'expression qu'on laisse libre, indépendamment de la représentativité, et puis la représentativité statistique. Si je peux répondre, dans le public ou dans le privé, de toute manière, la réponse serait la même. Pour avoir une représentativité, c'est le principe même du panel. Donc du coup, l'idée, c'est aussi de multiplier différents outils mis à disposition pour que les usagers et ou les clients s'expriment, donc que ce soit par la voie d'enquête, que ce soit Cali ou Canty, de s'exprimer, de pouvoir analyser les verbatims, et en multipliant des baromètres ou des enquêtes, ensuite avec un panel, on arrive à avoir une représentativité. Mais ça, effectivement, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est un peu le même système, à mon sens. Ouais, nous, on est à pas loin de 100 000 enquêtes par an. Au niveau de la RATP où on interroge les clients, donc c'est suffisamment large pour être représentatif. Et puis il y a une source de données qu'on n'a pas forcément soulignée, mais qui est gratuite, disponible et très enrichissante. Bon, des fois, c'est les réseaux sociaux. Je pense là aussi, c'est peut-être pas représentatif de toutes les populations, mais ça montre des signaux faibles très très intéressants et que nous on suit de près. Et même on a fait en sorte que le service clientèle désormais réponde, bien entendu, interagit, mais aussi nous fasse des points mensuels un peu sur ce que disent les réseaux sociaux, et c'est assez riche. Chiara, vous voulez rajouter quelque chose sur la représentativité? Oui, en fait, il y a la statistique. Les statistiques nous donnent tous les outils pour avoir une représentativité. Qu'est-ce que c'est un échantillon représentatif? C'est comme la population, mais en petite taille. Donc, il y a des règles statistiques assez claires pour faire en sorte que les réponses qu'on a proviennent d'un échantillon qui a été bien choisi, qui est représentatif, de façon que les résultats puissent être généralisés à toute la population, la population de l'entreprise, les clients en fait. D'accord. Le temps qui nous est imparti est échu et il est temps pour nous d'adresser un triple remerciement. Tout d'abord aux personnes qui ont suivi ce webinaire derrière leur écran. Vous étiez déjà à 200 hier, on va bientôt avoir les chiffres, on espère que c'est encore plus, mais de toute façon, vous pourrez avoir accès à cette vidéo en différé. On est très content d'avoir un public fidèle, on vous en remercie. Deuxième élément, vous ne le voyez pas, justement, il n'y a pas de défaillance sur les moyens et les process, mais pour pouvoir faire un webinaire comme ça, il y a toute une série de questions logistiques qui ont été résolues par Eduardo, Kimberley, les équipes de CEP, les équipes de l'IGPDE, et on voudrait les remercier grandement de leur excellence. Et enfin, et surtout, merci beaucoup à nos intervenantes pour leur générosité, leur pédagogie et leurs éclairages. Donc merci, il est temps de vous dire à demain, puisqu'on se retrouve demain à 11 h pour un webinaire sur le service en temps de crise consacré à la logistique. Il s'intitulera « Distribuer le service public sur le territoire », question très liée à la crise du Covid. Et nous aurons le bonheur d'entendre Nathalie Sampéry-Tessier, Aurélien Rouquet et Delphine Joly. À demain, merci beaucoup.